Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle approche, la tempête Kiran fait souffler un vent d'inquiétude sur tout le littoral atlantique jusqu'aux côtes de la Manche. 35 départements concernés par l'alerte de Météo France à partir de demain soir. On attend des rafales à 150 km/h, des vagues de 8 à 10 mètres de haut. En Vendée, où l'on se remet à peine du passage de la tempête Céline, on se prépare au pire. Reportage à Noirmoutier du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Charles Guyard. 2 jours après le passage de Céline qui a provoqué l'effondrement de 50 mètres de digue et alors qu'une autre tempête est prévue pour ce milieu de semaine, l'heure est à l'inspection générale de tous les ouvrages et le verdict n'est pas franchement rassurant, selon les sondages effectués par Martin de la société Géotech spécialisée en études des sols. Sur quasiment 1 mètre de profondeur, on n'a pas de résistance du tout dans notre sondage, donc en gros quasiment du vide quoi. Tout le long en fait, par endroit, il y a du matériau qui s'est lessivé avec la mer, donc à mon avis c'est tout le linéaire qui est plus terrible quoi. Donc ça il va falloir renforcer ça au plus vite quoi. Ce serait bien ouais. Ce serait bien, en effet, et le président de la communauté de communes, Fabien Gabory, en est pleinement conscient. Depuis samedi, lui et ses équipes se mobilisent. Donc sur la défense contre la mer, du matériel supplémentaire va arriver sur l'île, des camions avec des roches, 2 pelleteuses supplémentaires, et on refait une cellule d'écruse mercredi et qu'on soit prêt. Être prêt à affronter les éléments, voire à quitter l'île, c'est ce qui pourrait être demandé notamment aux vacanciers nombreux cette semaine. Une évacuation avant la fermeture éventuelle du pont, alors qu'une nouvelle dépression est annoncée pour le week-end prochain. Un reportage à Noirmoutier du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. Et même s'il est encore un peu tôt pour déterminer la force de cette tempête annoncée comme très violente, le ministre de l'Intérieur annonce le report de son déplacement à Mayotte prévu initialement demain et jeudi. Le conflit au Proche-Orient, Israël annonce avoir libéré une otage. Près de 240 sont toujours retenus prisonniers par les terroristes du Hamas. Alors, cette caporale de l'armée israélienne a été libérée dans la nuit de dimanche à lundi, résultat des nombreuses opérations terrestres de Tsahal dans la bande de Gaza. Une trentaine d'enfants seraient toujours otages des terroristes. Ne pas les oublier, c'était le sens de la manifestation hier à Bordeaux. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Au cœur de Bordeaux, 30 poussettes alignées les unes à côté des autres. Sur chacune d'elles, la photo d'un enfant enlevé le 7 octobre dernier. 10 ans, 6 ans, 2 ans, 9 mois. Albert Massia est le président du CRIF Bordeaux-Aquitaine, le conseil représentatif des institutions juives de France. Derrière des chiffres, il y a des humains, des bébés, des enfants. Et c'est l'humanité qu'on sauvera en les sauvant. De l'indignation et de la colère nourrissent les conversations. Chantal, Jean-Claude, tous deux tenaient à participer à ce rassemblement. Ces enfants ne sont pas libérés, ces otages ne sont pas libérés depuis maintenant presque 1 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourneront là? Ça ne va pas. Garder ces otages, pourquoi faire? Si ce n'est qu'on ne puisse pas les attaquer à Gaza, ils essaient de se préserver en ayant ces otages. J'ai pas de mots. Catholique, Olivier voulait aussi être présent à cette manifestation. Qu'il y ait toujours des enfants qui soient prisonniers, je trouve cela inadmissible. Je pense que c'est important de dire à la communauté juive qu'elle n'est pas seule. La fraternité, la solidarité et l'espoir de voir ces enfants rendus à leur famille. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Le monde entier doit exiger la libération immédiate et sans condition de tous les otages, demande de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien exclut toute idée de cesser le feu. Elle s'appelait Shani Louk, elle était devenue le symbole de la barbarie malgré elle. Enlevée le jour de l'attaque du Hamas, elle avait été exhibée à l'arrière d'un pick-up par les terroristes, à demi inconsciente et à moitié nue. Shani Louk est morte, son crâne a été retrouvé, ses bourreaux lui ont tranché la tête selon le président israélien. Et on y reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h30. L'actualité à l'étranger, c'est également le conflit dans le secteur automobile américain. Accord de principe signé entre les syndicats et les 3 grands constructeurs. Il prévoit une augmentation des salaires de 25% et devrait donc permettre une sortie de crise après 6 semaines de grève. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. L'écriture inclusive, pour Emmanuel Macron, c'est non. Et le Sénat, lui aussi, s'y oppose. Alors une pièce en 2 actes. Acte premier hier, à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Discours d'Emmanuel Macron pour mettre les points sur les i, comme l'on dit. Il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde. Et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer. Mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
Emmanuel Macron, hier, discours prononcé à la Cité internationale de la langue française. L'acte 2 de cette offensive contre l'écriture inclusive s'est joué plus tard au Sénat. La Chambre haute favorable à son interdiction dans tous les documents juridiques et administratifs. Proposition de loi qui doit maintenant trouver une place sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant une éventuelle adoption définitive. Lui continue de proliférer partout dans le pays. Le moustique tigre, il est désormais présent dans plus de 70 départements. Et l'arrivée de l'automne ne semble pas contrarier ses plans. Si sa présence préoccupe autant les autorités sanitaires, c'est parce qu'elle est reliée au développement des maladies tropicales comme la dengue. Une quarantaine de cas recensés à ce jour. Le dernier, c'était il y a quelques semaines en région parisienne. Yasmina Katou, comment expliquer cette hausse ? Des températures plus chaudes en automne et en hiver, voilà ce qui explique entre autres la prolifération des moustiques tigres qui transmettent la dengue. La chaleur accélère le cycle du développement du moustique et la multiplication du virus chez l'insecte. Installé dans plus de 70 départements en France, il est quasiment impossible de s'en débarrasser aujourd'hui. Annabella Fayou est entomologiste à l'Institut Pasteur. Ce moustique a la particularité de pondre des œufs qui sont enveloppés en fait d'une espèce de coque qui va protéger l'embryon qui est à l'intérieur de l'hiver. Dès le printemps, avec les pluies qu'il va y avoir, vont permettre l'éclosion des œufs. C'est comme ça que le cycle des moustiques va redémarrer. En revanche, des gestes simples peuvent limiter leur prolifération. On enlève tout ce qui peut contenir de l'eau. Une piscine en plastique qu'on a laissée sur le côté, même une chaussure qu'on laisse à l'extérieur peut être un gîte à moustiques. Si malgré ces précautions, vous contractez la dengue, sachez que la majorité des malades n'ont aucun symptôme. Parfois, des courbatures, des nausées et des diarrhées peuvent apparaître. Et dans de très rares cas, l'infection peut être mortelle. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et puis Lionel Messi, roi incontesté de la planète football, l'Argentin a remporté hier soir son 8e ballon d'or. Il devance deux stars appelées à lui succéder, le Norvégien Erling Haaland et Kylian Mbappé. Cyril de la Morinerie, là non plus, le match n'a pas duré bien longtemps. Oui, au théâtre du Châtelet, David Beckham a mis fin au vrai faux suspense. The 2023 Ballon d'Or France Football is Lionel Messi. La superstar monte sur scène sous le regard d'Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le voilà qui entre un peu plus dans la légende avec un 8e Ballon d'Or, soit 3 de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo. Mais Lionel Messi retient avant tout son titre de champion du monde avec l'Argentine. Je ne sais pas si c'est la meilleure année de ma carrière sportive, mais je crois que c'est une année différente et spéciale parce que la Coupe du Monde, c'est le seul trophée qui me manquait. J'en rêvais quand j'étais enfant. En revanche, Lionel Messi ne s'est pas attardé sur son passage au PSG. La page est tournée. Le champion du monde s'amuse aux États-Unis à l'Inter Miami, club dont David Beckham est l'un des propriétaires. La nouvelle génération emmenée par Haaland et Mbappé espère maintenant en profiter pour s'emparer enfin du Ballon d'Or. Cyril de la Morinerie. Le Ballon d'Or féminin a été attribué à l'Espagnole Aitana Bonmati. Puis le tennis avec le Masters 1000 de Paris. Il ne reste plus que 4 Français engagés dans le tableau avant même la fin du premier tour. On guettera notamment aujourd'hui le retour du vétéran Gaël Monfils, 37 ans, et l'entrée en lice du jeune premier, Arthur Fils, 19 ans, qui frappe déjà à la porte du top 30 mondial. Voilà, on parlera d'Arthur Fils, son portrait tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.